Alors, je suis en compagnie de Caroline Perrona. Bonjour Caroline. Bonjour. Nous allons partager l'expérience de cette période de confinement dans une entreprise qui est Malakoff Humanis, notre partenaire, et de la manière dont les salariés en situation de handicap ont vécu cette période. Alors, chez Malakoff Humanis, Caroline, comment on a géré avec ces salariés plus fragiles que les autres cette période de confinement? Eh ben, finalement, ça s'est bien passé, comme pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Juste quelques chiffres quand même pour resituer. Malakoff Humanis, c'est 738 personnes en situation de handicap, avec un taux d'emploi de 7,8%. Et principalement, comme c'est le cas dans la société en général, majoritairement du handicap invisible, c'est-à-dire du handicap psychique, des personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont atteintes de cancer par exemple, etc., ou surdité ou ce type de handicap. Comment ça s'est passé? Au niveau du groupe, 95% des salariés étaient en télétravail et donc les personnes en situation de handicap de même. Et il y a eu une adaptation des conditions de travail au handicap par un accompagnement. En fait, au niveau du groupe, on a mis en place un accompagnement à 3 niveaux. Par la mission handicap, par les chargés de mission handicap, les services de santé au travail, internes ou externes à l'entreprise, et un volet social aussi. Donc ça a été du cas par cas et de l'adaptation en fonction des situations et du handicap de chacun. Pour certains handicaps psychiques, est-ce que cette rupture de routine qui a été à l'origine de cet isolement a pas un peu perturbé les salariés, au moins pendant un temps d'adaptation? Oui, alors on peut dire qu'il y a deux profils en termes de gestion pour les personnes en handicap psychique. Un premier profil pour lesquels finalement le télétravail a été une source d'isolement où les troubles sont réapparus. Pour certains d'entre eux, le travail était un lieu de socialisation qu'ils ont perdu. Donc ça a été un peu complexe. Et puis un deuxième profil où au contraire, le télétravail a permis de mieux gérer la conciliation vie privée, vie professionnelle, des salariés qui ont des troubles autistiques, par exemple. Le télétravail était plus adapté parce qu'il n'y avait pas le cadre, par exemple, de l'open space qu'on a sur certains de nos sites, avec les nuisances sonores, la gestion du relationnel avec les collègues, etc. Donc ça a été un certain confort pour certains et des fois plus compliqué pour d'autres. Alors, toujours sur le handicap invisible, est-ce que vous avez anticipé la reprise? Parce qu'on a eu cette rupture de routine avec le confinement et maintenant on va avoir une nouvelle rupture avec le retour dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour demain, puisque vous n'avez pas encore complètement repris, je l'ai bien entendu, mais est-ce que vous y réfléchissez déjà? Oui, ben ça se fait de manière, ça a déjà commencé, ça se fait de manière transitoire au sein du groupe depuis quelques semaines et jusqu'à la rentrée de septembre. Donc, au même titre que l'ensemble des collaborateurs, les personnes à handicap psychique alternent en fait le télétravail et le retour sur site. Quand on s'est aperçu que le télétravail pouvait être source de complications, il y a eu une adaptation et un accompagnement spécifique de certains collaborateurs pour justement anticiper le retour sur site dans le respect des règles sanitaires et la santé et sécurité des collaborateurs. Donc ça s'est fait dans des très bonnes conditions. Pour ceux vraiment où le télétravail était plus source d'isolement. Et après, il y avait un problème aussi principal pour les personnes en situation de handicap, c'est l'accès aux soins. Parce que pendant cette période, il y a eu quand même pour certains une rupture dans les soins, puisqu'ils sont certains, par exemple, sur du temps partiel, et l'après-midi, le matin travail, et l'après-midi ont des soins, et là, ils ne pouvaient plus se faire soigner, ou en tout cas pas comme avant. Et donc, ça a eu un impact aussi dans leur vie quotidienne. Donc, on essaie aussi, notre service qui est dédié à l'accompagnement apporte des solutions pour qu'ils puissent reprendre et concilier les soins, le télétravail et la reprise sur site. Mais tout ça est travaillé effectivement au niveau de notre mission handicap. Alors, pour d'autres handicaps qui sont des handicaps invisibles, tels que la surdité, est-ce que vous vous êtes assuré qu'ils étaient bien équipés chez eux pour pouvoir continuer à travailler avec les outils nécessaires en phase avec leur handicap? Alors, c'est vrai que pour les problématiques de surdité, dans la majorité des cas, ça a été possible, mais il y a eu certains cas où on n'a pas pu adapter en fait tous les postes de travail
aux problématiques de surdité de certains collaborateurs. Donc ça, ça a été possible dans certaines situations, pas d'autres. Comme par exemple, on a une collaboratrice malentendante et on a beaucoup utilisé Teams pendant cette période de confinement. Et les sous-titrages, elle avait demandé des sous-titrages en français parce que sous Teams, ces sous-titrages sont en anglais. Et ça n'a pas pu se mettre en place parce que ce n'est pas nous qui développons ce type de fonctionnalité, mais c'est une fonctionnalité qu'on va pousser pour que dans l'avenir, ça soit possible et qu'il y ait une évolution en ce sens. Donc ça, c'est quand même un bel exemple d'adaptation qui va utile, qui part d'une problématique d'handicap, mais qui va être aussi utile pour tous. J'allais dire que dans le sous-titre de ces thèmes d'enregistrement post-Covid, plus rien ne sera jamais comme avant. Des entreprises comme la vôtre, qui ont un certain volume, qui ont une certaine volonté de travailler avec des personnels en situation de handicap, il y a eu une anticipation sur « et si demain ça recommence ?» Oui, en fait, on a la chance. Alors, c'est vrai qu'au niveau du groupe, on a la chance d'avoir... on n'a pas attendu le Covid, on n'a pas attendu cette crise pour organiser la prise en charge des plus vulnérables et des personnes en situation de handicap. L'organisation dont je vous parlais, mission handicap, sociale et service santé au travail, elle existait, était déjà mise en place. Donc, on fait à peu près 100 à 150 accompagnements par an, déjà préexistant à la période Covid. Donc là, ça nous a été très utile parce que l'organisation était déjà en place. Donc, ce qui s'est passé va vous donner des enseignements pour, et si demain ça recommence, vous avez été dans le dur. Là. On sait où sont les problématiques maintenant, notamment, je vous disais, la conciliation, la problématique de l'accès aux soins aussi, par exemple, pour les collaborateurs en situation de handicap. Voilà, on a pu quand même identifier, donc on va en tirer bien sûr les leçons, et puis mes collègues de la mission handicap seront encore mieux armés prochainement si malheureusement la situation perdure ou si on devait faire face de nouveau. Mais on a quand même, le groupe a bien anticipé. Et on était bien équipés, on a pu apporter une réponse. Alors, votre avis de salarié de votre groupe, bien sûr, et puis comme vous travaillez avec d'autres entreprises, vous avez l'accès à ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous avez fait chez Malakoff Humanis peut être fait dans tout type d'entreprise, ou est-ce qu'il faut réellement avoir une structure adaptée pour pouvoir y penser ? Alors, non, parce qu'il y a des choses qui peuvent être toutes simples. C'est sûr que dans les grandes structures où il y a des services dédiés, c'est quand même plus simple. Mais s'il y a une volonté, moi je pense que c'est beaucoup une question de volonté. S'il y a une volonté de la part d'un chef d'entreprise, d'une RH, des représentants du personnel de s'emparer des sujets, d'investir ce sujet, il n'y a pas de raison. Il y a des choses simples qui peuvent être mises en place, ne serait-ce que l'adaptation, de faire de la souplesse dans des horaires de travail, par exemple. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir des équipements, de mettre en place des équipements spéciaux ou des aménagements de postes onéreux. Ça peut passer aussi par faire confiance, libérer la parole, identifier les besoins, adapter beaucoup les besoins aux collaborateurs qui sont touchés par ces problématiques et revoir des fois les organisations. Alors, ce que vient de nous dire Caroline, je pense, est très important et très simple finalement. Caroline nous dit c'est une question de volonté. Je pense que si on met dans les objectifs de l'entreprise, dans les objectifs des DRH, et puis quand on est chef d'entreprise, dans les objectifs de son entreprise, et quand on est représentant du personnel dans ses objectifs de vouloir intégrer, insérer des personnes en situation de handicap, alors ce n'est pas la peine de débloquer des milliards d'euros de budget pour les intégrer et faire en sorte que ça fonctionne. Alors, mettez ça dans vos objectifs. Je pense que réfléchir à une entreprise plus humaine, c'est une entreprise qui intègre et qui insère tout le monde. Et donc, mettez ça dans vos objectifs, c'est très important pour que les salariés en situation de handicap soient des salariés comme les autres. Exactement. Et c'est vrai que c'est aussi le travail, moi je suis à la direction des engagements sociaux et sociétaux, et mes équipes, c'est le travail de leur travail quotidien, d'aller convaincre aussi nos entreprises clientes de s'emparer du sujet, de réfléchir pour une meilleure inclusion de tous dans l'entreprise. C'est essentiel. Et puis, ce qu'apportent les personnes, enfin les aménagements ou les réflexions apportées par les personnes en situation de handicap, souvent sont des aménagements qui vont profiter à tous, qui vont être profitables pour tous.
Et en plus, on améliore la qualité de vie au travail. Exactement. Merci beaucoup, Caroline. Merci.